Salut à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui, épisode 4 de ma série de screencast Arduino. Alors pour cet épisode 4, je vais vous parler de tout ce qui est analogique. Faut savoir que dans les screencasts précédents, on avait uniquement parlé de ce qui était logique, à savoir des niveaux 0 et 1, qui correspondaient à des tensions de 0 volts et de 5 volts. Maintenant, on va parler de tensions analogiques, c'est-à-dire des tensions entre 0 et 5 volts. On va apprendre à mesurer des tensions, mais aussi à générer des tensions, enfin, pas vraiment des tensions, des signaux PWM. Et on va s'amuser, alors on va faire pulser une LED, on va lire un potentiomètre, on va faire un peu de musique. Donc ça s'annonce comme un screencast assez intéressant quand même. Alors tout d'abord, petit rappel, je vous avais dit sur l'Arduino Uno, il y a 6 entrées analogiques. Ces entrées analogiques, elles sont notées A0, A1, A2, A3, A4 et A5. Il y a aussi 6 sorties PWM qui sont notées sur l'Arduino Uno avec le petit tilde. Vous voyez, la 3, 5, 6, 9, 10, 11. J'en ai dû oublier, non, j'en ai pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. Donc vous voyez, elles ont le petit tilde, c'est les sorties PWM. Au niveau de l'Arduino Mega, les sorties analogiques, il y en a 16. Elles sont notées de A0 à A15. Il y a aussi 14 sorties PWM qui sont toutes les broches entre 0, enfin entre 2 et 13. C'est-à-dire toutes ces broches là peuvent faire des sorties PWM. Pour utiliser toutes ces broches, on va utiliser deux fonctions et une autre petite troisième qui est liée à la première. La première fonction, c'est Analog Read, qui va venir mesurer une tension analogique sur une des broches A0, A2, A3, etc. etc. La fonction Analog Read va prendre comme argument la patte sur laquelle on veut faire la lecture, c'est-à-dire par exemple A0, et elle va retourner une valeur numérique sous la forme d'un int, avec comme valeur 0 ou quelque chose jusqu'à 1023. À 0 correspond 0 volts et à 1023 correspond 5 volts. Il s'avère que pour certaines applications, on va avoir besoin, justement, on ne va pas avoir besoin d'aller jusqu'à 5 volts. Prenons par exemple un capteur de distance qui va au maximum générer 3 volts. Étant donné que à 1023 correspond 5 volts, on va perdre en précision. L'idéal ce serait qu'à 1023 corresponde 3 volts, puisque notre capteur ne peut pas aller au-dessus. C'est là que rentre en jeu la fonction analog référence. Il y a 3 types de références: défaut, celle de base qui est à 5 volts, internal qui sur les cartes Arduino Uno est à 1 volt 1 et qui a 2 volts 56 sur les Arduino Mega, et external, celle que vous allez le plus souvent utiliser, qui en fait on envoie une tension sur la broche RF, qui est cette broche ici, là à côté de GND, et cette tension qu'on va envoyer dans RF, c'est elle qui va correspondre au 1023 maximum. C'est-à-dire que si on envoyait 3 volts dans cette patte, à 3 volts correspondrait 1023. Dans notre cas, si on avait un capteur qui pouvait aller que jusqu'à 3 volts, étant donné que maintenant le 3 volts correspondrait à 1023, on aurait gagné en précision. Pareil, si on avait un capteur ou n'importe quel périphérique qui génère maximum 1 volt, on pourrait utiliser la référence internale, et à ce moment-là, on aurait 0, toujours 0, mais 1 volt 1 qui correspondrait à 1023. Et là, on aura encore gagné en précision. Donc, dans certains types d'applications, ça peut être intéressant de changer la référence. Mais dans notre cas, pour le moment, on va uniquement gérer des potentiomètres. Donc on va rester en 0,5 volts. Et on va pas toucher la fonction référence. Enfin, analog référence. Mais gardez-la de côté, elle peut toujours vous servir pour vos programmes. Autre petite chose, sur les cartes Arduino Mega et Arduino Uno, le microcontrôleur ne peut lire, enfin mesurer, que à un maximum de 1 kHz. C'est-à-dire que chaque mesure prend 100 microsecondes, et jusqu'à 10 kHz, pardon, pas 1 kHz. Chaque lecture fait 100 microsecondes, c'est-à-dire que si vous avez un signal qui fait plus de 10 kHz, vous pourrez pas le mesurer vraiment précisément, il sera coupé quoi. Alors sauf, je vois pas trop d'intérêt, sauf si vous voulez faire un oscilloscope avec une carte Arduino, mais sinon, pour le moment en tout cas on n'en aura absolument pas besoin, mais pareil, gardez-le de côté, ça peut vous servir. Ensuite on va utiliser une deuxième fonction qui s'appelle Analog Write, qui elle a pour but de générer un signal PWM sur une des broches qui sont capables de les faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer le signal PWM uniquement sur les broches qui ont cette capacité. Sur les broches qui n'ont pas cette capacité,
en fait ça va être très simple. Si la valeur qu'on lui donne va être supérieure à 127, ça va correspondre à un 1. Et si elle est supérieure enfin elle est inférieure à 127, ça va correspondre à un 0. C'est comme si on faisait un digital write en fait, si les broches ne sont pas compatibles avec le PWM. Cette fonction analog write, elle prend deux arguments. Le premier, c'est la patte sur laquelle on va vouloir générer un signal PWM. Donc sur une UNO, c'est soit 3, soit 5, soit 6, soit 9, soit 10, soit 11. Et la valeur de notre signal PWM. Alors cette valeur, elle est comprise entre 0 et 255. 0, ce sera un signal PWM constamment à 0 volts. Et 255, ce sera un signal PWM constamment à 5 volts. Alors, petite astuce, sur les broches 5 et 6, il se peut, si vous utilisez la fonction délai ou millisecondes, que votre signal PWM il soit pas comme vous le souhaitez, parce qu'il faut savoir que les fonctions délai et millisecondes travaillent sur la même horloge que le générateur de signal PWM pour les broches 5 et 6. Donc dans l'idéal, si vous voulez utiliser millis et délai, ne pas utiliser les broches 5 et 6 en PWM. Alors, petite précision quant au signal PWM. Il faut savoir qu'un signal PWM, c'est pas un véritable signal analogique. En réalité, c'est une alternance de temps haut et de temps bas. Vous voyez par exemple ici 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Un signal PWM, il est caractérisé par deux choses, sa période, et plus généralement sa fréquence, et son duty. Alors là par exemple, on a un duty de 50%, c'est-à-dire qu'il y a autant de temps haut que de temps bas. Ici on a un duty d'à peu près 75%, puisqu'on a beaucoup plus de temps haut que de temps bas. Plus généralement, le duty en fait c'est le rapport temps haut, temps bas. Il faut savoir que dans certaines applications, comme là par exemple on va générer une LED, notre œil ne peut pas percevoir les multiples alternances temps haut, temps bas, et la LED qui va s'allumer et s'éteindre très rapidement. Donc on va avoir l'impression d'avoir une intensité lumineuse qui va varier selon le duty. Par contre, si on venait à prendre ce signal PWM, le renvoyer dans une autre patte d'un autre Arduino avec un analog read, et bien lui par contre l'Arduino il est suffisamment rapide pour voir les alternances, et il va pas par exemple vous dire que vous avez 127, il va soit vous dire que vous avez 0, soit vous dire que vous avez 1, enfin 1023. Il va pas voir de milieu, puisque pour lui ce sera pas un signal parfaitement analogique, ce sera une alternance de temps haut et de temps bas. Donc faire attention, c'est pas un signal analogique, c'est un signal PWM. Alors ce signal PWM, il a plusieurs utilisations. Par exemple, dans notre cas, on va générer on va faire pulser plutôt une LED. On peut aussi faire varier la vitesse d'un moteur avec un signal PWM. Enfin, plus généralement, le signal PWM, on l'utilise dans tout ce qui est, tout ce qui derrière l'Arduino utilise vraiment que de l'analogique et pas du numérique vers analogique. Enfin, analogique vers numérique plutôt. Par exemple, on va pouvoir générer des sons. On va pouvoir brancher des condensateurs pour générer un petit peu mieux le signal analogique réel. On va pouvoir faire plein de petites choses pour modifier ce signal PWM et le rendre encore plus analogique, si je puis dire. Mais par contre, si on utilise quelque chose qui est vraiment numérique derrière, lui il va pas voir de signal analogique du tout, il va voir vraiment un signal PWM. Et si on lui demandait de lire ce signal PWM, et ben lui il dirait soit 0, soit 1023. Il verrait pas milieu lui. Il n'y aurait pas de milieu pour lui. Donc voilà, ça c'est les trois fonctions, qu'on va utiliser. Ces fonctions, on va les utiliser dans un tutoriel, dans un exemple un peu plus concret. Pour cet exemple, il va vous falloir une résistance et une LED. Alors la résistance, j'utilise toujours une 330 ohms. Vous pouvez utiliser une 220 ohms, comme ils vous le disent dans le tutoriel officiel, mais je vous le conseille pas trop. Et pour ce tutoriel, en fait, il va être très simple. On va faire pulser une LED. Je sais pas si vous voyez l'effet lumineux qu'a le bouton d'un ordinateur quand il est en veille. C'est une sorte de... comment dire, la LED va d'abord être éteinte, puis progressivement elle va arriver jusqu'à être complètement allumée, puis après progressivement elle va s'éteindre, et ainsi de suite. C'est ce qu'il y a quand on met un ordinateur en veille, le bouton souvent qui fait ça. Donc pour ce faire, je vous explique le code et après je vous montre à la vidéo. C'est très simple, on a deux variables, brightness et fade amount. Brightness va contenir
la luminosité de la LED, par défaut 0, c'est-à-dire la LED va complètement être éteinte. Et FadAmount, c'est une valeur qu'on va rajouter à l'intensité à chaque fois pour la faire augmenter ou diminuer. Alors, dans la fonction setup, on place la patte avec notre LED de brancher dessus en sortie. Ce n'est pas obligatoire puisque la fonction analogWrite vérifie d'abord que la patte a bien été mise en sortie avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que si on ne mettait pas cette fonction pinMode 9 output, eh bien automatiquement analogWrite le ferait pour nous, quoi. Donc cette ligne n'est pas obligatoire. Ensuite, dans notre fonction loop, on va d'abord envoyer notre signal PWM qui va être en premier temps égal à 0 vers notre LED, c'est-à-dire que notre LED va rester complètement éteinte. Puis on va lui rajouter la valeur FadAmount qui est égale à 5, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va avoir 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. etc. Une fois que la luminosité va être égale à 255, c'est-à-dire que notre LED va être complètement allumé, on ne pourra pas aller à plus de 255, c'est pas possible. Donc là, on va inverser cette valeur FadAmount, et donc au lieu d'avoir 5 plus 5 plus 5, etc., on va avoir moins 5, moins 5, moins 5. C'est-à-dire que de 255, on va revenir en arrière, on va être à 250, 245, 240, 235, 230, etc. etc. Même principe, une fois qu'on sera arrivé à 0, on va réinverser notre variable, et là on va repartir dans notre sens, 0, 5, 10, 15, 20, etc. etc. Le tout avec entre chaque un petit délai de 30 millisecondes pour que ça fasse un bel effet de progression, quoi, de 0 vers 255 et de 255 vers 0. Donc je passe sur la caméra pour vous montrer ce que ça donne, et après on passera à un autre exemple. Donc voilà ce que ça donne au niveau du câblage. Donc le code de l'exemple se trouve dans Example Basic, et il s'appelle FAD. Alors au niveau du câblage, il est très très simple. On a, je vais mettre le câble de ce côté. On a ici la broche, la node de la LED, c'est-à-dire le côté plus, qui est relié à la patte Digital 9 de l'Arduino. De l'autre côté, la cathode, là où il y a le méplat, le moins, il y a la résistance de 330 ohms, qui est reliée au GND, au 0 volt de l'Arduino. Donc j'ai déjà envoyé le code pour vous montrer ce que ça donne tout de suite. Donc comme on s'y attendait, ça fait l'effet de pulsation. Comme notre œil ne peut pas voir les temps haut, temps bas très rapides, on voit la moyenne un peu de cet en haut et de cet en bas. Donc on a l'impression que l'intensité de la LED varie, et ça nous donne cet effet de pulsation. Voilà, donc c'est le premier exemple très basique pour l'utilisation d'AnalogWrite. Maintenant, on va faire un deuxième tutoriel où on va plutôt utiliser AnalogRead et AnalogWrite en duo pour lire un potentiomètre et l'afficher sur la LED. Donc on repasse côté ordinateur. Voilà, donc on va passer à un deuxième tutoriel un petit peu plus complexe, puisqu'on va lire un potentiomètre. On va afficher la valeur de notre potentiomètre sur une LED, et on va en même temps envoyer via le port série la valeur qu'on a récupérée de notre potentiomètre. Alors, il va y avoir un problème, puisque notre potentiomètre, on va lire des valeurs entre 0 et 1023. Par contre, notre LED, on va envoyer des valeurs entre 0 et 255. Ça peut être ennuyeux, puisque il va falloir faire la conversion. Pas besoin de se casser la tête. Il y a une fonction toute prête qui a été faite pour convertir ce genre de valeur, qui s'appelle map. Alors en fait, la fonction map, elle est très simple à utiliser. Il y a la valeur de base, celle qu'on veut modifier, puis on dit la valeur la plus petite qu'on avait à l'origine, la valeur la plus grande qu'on avait à l'origine, la valeur la plus petite qu'on voudrait en sortie, et la valeur la plus grande qu'on voudrait en sortie. Pour être un petit peu plus explicite, ici on a une valeur en entrée qui peut aller de 0 à 1023, et on voudrait une valeur en sortie qui puisse aller de 0 à 255. Donc on lit avec AnalogRead la patte sur laquelle est placé notre potentiomètre, on envoie cette valeur dans sensor value par exemple, puis on map cette valeur en disant que avant elle était de 0 à 1023 et que maintenant on la voudrait bien de 0 à 255. Et on envoie ça dans output.
Donc là ici on va avoir une valeur output value qui va être entre 250, enfin entre 0 et 255. C'est ce qu'on voudrait. Et donc cette valeur on va l'envoyer via analog write sur la patte qui va bien, et on va en même temps l'envoyer sur le port série. On va faire un petit délai de 10 millisecondes. Donc la patte sur laquelle va être branché notre potentiomètre c'est A0, et la patte sur laquelle va être branché notre LED, comme tout à l'heure, c'est la patte 9. Les deux variables, sensor value, c'est la variable de 0 à 1023 qu'on va lire, et output value, c'est la variable de 0 à 255 qu'on va envoyer via le signal PWM. Dans la fonction setup, le serial.beginning à 9600. Vu qu'on va utiliser le serial, il est obligatoire. Et là, après, le reste, je vais vous l'expliquer. Donc on repasse encore une fois côté caméra pour vous montrer le câblage et ce que ça donne. Donc nous revoilà avec notre câblage précédent. Donc on va conserver notre câblage de tout à l'heure, puisqu'il ne va pas changer. Par contre, il va falloir rajouter notre potentiomètre pour pouvoir faire nos mesures. Alors dans mon cas, j'ai pas de potentiomètre, donc je vais utiliser un petit joystick. En fait, c'est tout simplement deux potentiomètres, un qui fait l'axe horizontal et un qui fait l'axe vertical, plus un petit bouton quand on clique. Donc je vais juste m'en servir un peu comme, je vais m'en servir exactement comme un potentiomètre, mais voilà, comme un potentiomètre classique, quoi, pas comme un joystick. Donc pour le câblage, je vais utiliser trois fils. Un premier fil que je vais connecter à VCC. Hop. Donc VCC qui va être du 5 volts. Alors pas me tromper. Tac. Un deuxième fil que je vais connecter à la masse. Voilà, je vais la prendre là, ce sera plus simple. Et un troisième câble que je vais brancher sur le curseur de mon potentiomètre. Alors je vais prendre l'axe vertical, ce sera le plus simple. Et que je vais venir câbler sur A0. Voilà. Donc le fil jaune, c'est le curseur du potentiomètre vertical. Il est sur A0, le fil rouge sur le 5 volts et le fil blanc sur ground. Là ici, toujours la patte digitale 9 et le fil noir toujours sur la masse. Hop. Le câble USB, et donc comme vous pouvez le voir, si je pousse mon potentiomètre vers 0, la LED est éteinte, et si je le pousse vers le maximum, la LED est allumée. Vous voyez, hop, hop. Comme c'est un joystick qui revient toujours au milieu, donc là elle est à peu près entre la moyenne intensité, là si je le pousse vers le maximum, vous voyez, elle s'allume beaucoup plus fort, et si bien sûr je la ramène vers 0, elle s'éteint. Et donc là, je peux varier comme ça. Au niveau du serial monitor, puisqu'on en voit aussi sur le port série. Hop, je vais rapprocher l'ordi. Je ne sais pas si ça va réussir à prendre. Bon, je vais enlever du trépied. Est-ce que ça arrive? Voilà. Donc là vous voyez, on a à peu près 102 au niveau du joystick et donc 125 au niveau de la LED. Si je pousse mon joystick vers 0, les deux sont à 0. Si je le repousse vers le maximum, on a 1023 et 255. Puis si je le fais osciller, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, c'est un câblage relativement simple. Mais là, on va passer sur un troisième exemple un petit peu plus complexe. Enfin, pas vraiment plus complexe, mais plus intéressant et plus marrant, puisqu'on va faire de la musique maintenant. Donc on retourne côté ordinateur pour vous montrer comment on va faire ça. Et donc, bonne question, comment on va pouvoir générer de la musique avec notre carte Arduino? Alors, pour générer de la musique, déjà il va nous falloir un haut-parleur. Alors, moi personnellement je vais utiliser un haut-parleur de 8 ohms, c'est des petits haut-parleurs classiques qu'on trouve à peu près partout. Il faut savoir que 8 ohms c'est relativement petit comme résistance, et donc c'est quasiment un court-circuit quand la patte va être à 5 volts et que le haut-parleur lui est câblé à 0 volts. Donc pour éviter de faire un court-circuit, on va placer une résistance de 100 ohms en série de notre haut-parleur pour éviter de faire un court-circuit. Donc vous voyez, là ici il y a le haut-parleur. Il est connecté de ce côté-là
à du 0 V au GND, et de l'autre côté via la résistance de 100 ohms à la patte 8. Alors comment on va générer notre fréquence, notre musique? Eh bien on va utiliser la fonction tone. Alors la fonction tone, c'est en fait une fonction qui a pour but de générer une fréquence avec un duty de 50%. En fait là on va plus vraiment changer le duty, mais on va changer la fréquence. Pour fonctionner cette fonction tone n'utilise pas en fait les fonctions PWM. C'est-à-dire que en PWM on avait vu que la fréquence était fixe, mais que le duty était variable. Il s'avère que pour générer la PWM, je vous avais dit qu'il y avait une horloge, un timer dans l'ATmega, dans le microcontrôleur, qui s'occupait de générer la PWM. Ce même timer, faut savoir que dans le microcontrôleur, l'ATmega, qui est le cœur de l'Arduino, il y a 3 timers. Et il s'avère que le timer 0 est utilisé pour faire la PWM et puis les fonctions délai et millisecondes. C'est pour ça qu'il y avait des problèmes justement, parce que le même timer a plusieurs fonctions. La fonction tone utilise un autre timer pour générer des sons. En fait, le timer va s'exécuter de manière très rapide, beaucoup plus rapide que ce que notre oreille peut entendre, mais par contre, il va pouvoir faire commuter une patte entre high et low de manière beaucoup plus lente, selon la fréquence qu'on lui donne, et donc générer des fréquences relativement basses que nous on pourra entendre. Et bien sûr, il pourra générer cette fréquence sur n'importe quelle patte, puisque là, on n'est plus sur de la PWM matérielle. La syntaxe. Donc la fonction tone a 2 syntaxes. La première syntaxe courte ne prend comme argument que la patte sur laquelle on veut générer notre fréquence et la fréquence qu'on veut générer. Alors là, avec cette syntaxe, on va générer le son de manière constante sans jamais qu'il s'arrête, à moins qu'on utilise la fonction noTone qui va donc qui prend comme argument la patte et qui elle va stopper la génération de fréquence. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fait de noTone, avec cette syntaxe, vous aurez une génération de fréquence sur la patte que vous lui avez dit. Par contre, avec la deuxième syntaxe, qui prend un troisième argument, la durée, la fonction tone va générer la fréquence qu'on souhaite sur notre patte qu'on souhaite, pendant la durée qu'on lui a donnée. Une fois que la durée est dépassée, il s'arrête tout seul. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, on va utiliser l'exemple tone, qui est dans exemple digital je crois, et puis tone. Et on va générer une petite mélodie de 8 notes. Alors, faut savoir que l'équipe Arduino a déjà prévu un magnifique .h qui contient toutes les notes et les fréquences qui vont avec. Donc vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, vous voyez, ils ont prévu toutes les notes qui correspondent et les fréquences qui vont avec. Donc vous avez juste à copier-coller, c'est bon. Au niveau du code, comment ça marche? Donc déjà on inclut notre fichier qui contient tout ça, qui contient toutes les notes. Ensuite on va créer 2 tableaux de int. Alors qu'est-ce que c'est un tableau? Et bien en fait c'est tout simplement une liste dans laquelle il va y avoir plusieurs valeurs. Comme vous pouvez le voir ici on a déclaré un tableau de int, puisqu'il y a marqué int, le nom de notre tableau, et puis c'est un tableau puisqu'on a mis les doubles crochets. Voilà, donc il y a les 2 crochets, c'est un tableau. Ce tableau on va l'initialiser puisqu'on a mis égal et 2 accolades. On va l'initialiser avec 8 éléments, donc 8 notes, première note 0, note 1, note 2, note 3, note 4, note 5, enfin note 5, note 6 et note 7. Voilà. Ensuite on va créer un deuxième tableau qui lui par contre va contenir les durées. Donc là vous voyez 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pareil, là il y a 8 éléments et là il y a 8 éléments. En fait les 2 listes sont liées en fait. Ensuite on va faire dans notre boucle, on va tout faire dans notre boucle setup, puisqu'on va générer notre petite mélodie qu'une seule fois, donc uniquement dans setup. On va faire une boucle for qui va s'exécuter exactement 8 fois, mais en commençant de 0. C'est-à-dire que on va commencer par le premier élément, l'élément 0, puis l'élément 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais on va pas faire l'élément 8, parce que comme vous voyez, strictement inférieur à 8. C'est-à-dire que quand visNode va être égal à 8, la boucle va pas s'exécuter. Si on allait jusqu'à l'élément 8, eh bien, il n'y a pas d'élément 8 dans notre tableau. On ne sait pas trop où est-ce qu'il irait piocher la fonction, enfin, où est-ce qu'il irait piocher l'élément du tableau. Et dans le meilleur des cas,
vous aurez un 0. Et dans le pire des cas, ben, vous serez en train de piocher dans une case mémoire qui sert totalement à autre chose. Alors ça peut faire des choses totalement aléatoires et des bugs incompréhensibles. Donc bien vérifier que vous faites vos boucles for sur des tableaux et que vous ne dépassez pas le nombre d'éléments logiques du tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la durée de la note, puisque comme vous voyez, ils n'ont pas fait une note en millisecondes, ils ont fait une durée de note en quart de note, comme on le fait en solfège. Donc, petit calcul rapide de la durée de la note. La fonction tone, qui va générer sur la broche 8 la fréquence qui correspond à notre note au moment de notre boucle, et la durée qu'on a calculée. Comme vous voyez, pour accéder à une case dans notre tableau, on fait le nom du tableau, crochet, et entre les crochets, on met la case qu'on veut accéder. La première case étant 0, on va accéder à cette case-là. Ensuite, ça va boucler, case 1, case 2, case 3, etc. Ensuite, calcul pareil de la pause entre chaque note. Enfin, c'est une convention un petit peu quand on fait de la musique. C'est la durée de la note fois 1,30, c'est-à-dire plus 30%. Ça, c'est quand on n'a pas les durées entre chaque note. Ça fait un tempo de 300 BPM, ou de... Oui, 300 BPM, je sais plus. Et c'est quelque chose de très classique. Si on avait les notes, comme je vous montrerai plus tard pour vous faire un petit peu baver, si on avait la durée vraiment entre chaque note, et ben on pourrait directement faire un délai d'un troisième, enfin de ce tableau contenant directement les temps en millisecondes. Le notone ici n'est pas obligatoire, mais c'est au cas où la fonction tone aurait bugué et qu'elle n'aurait pas respecté le délai qu'on lui avait donné. Eh bien on va faire un notone et proprement quand la boucle va repartir ici, on va pouvoir régénérer une nouvelle fréquence. Donc comme ça on va stopper proprement la génération de fréquence, puis on va recréer notre nouvelle fréquence suivante. Voilà. Donc je passe côté caméra pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà comment ça se présente. Là pour le coup le câblage est très très simple, puisqu'il y a le haut-parleur. Là vous voyez la résistance intégrée dans le fil. Et puis notre Arduino Uno. Donc au niveau de la musique, voilà ce que ça donne. Alors je vais mettre le petit haut-parleur contre le micro. Voilà. On se le refait. Voilà, donc c'est sympathique, ça fait un peu de bruit et c'est marrant. Alors, bon, le principe c'est que vous avez pu voir un petit peu comment marchait un tableau, très rapidement, et comment marchait la fonction tone. Donc vous voyez quand même qu'il y a un certain potentiel qu'on peut faire, on peut faire beaucoup de choses avec une carte Arduino. Et je vous ai préparé, alors j'avoue que je pense pas que vous serez capable de le refaire immédiatement, mais je vous ai préparé une petite démonstration d'un programme que j'ai réalisé, qui est un peu comme ce programme-là, mais de manière bien plus poussée, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc il faut que je branche, on va fermer ça, il faut que je branche mon buzzer sur la patte Digital 4. Voilà. Ensuite, voyons voir. Allez, soyons fous. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas capable de faire ce genre de programme tout de suite, c'est pas grave. Hein. Pour le moment, c'est quelque chose d'assez complexe. Oups, j'ai fait une boulette. Ah oui, comme 11 n'existe pas, c'est assez logique. Voilà, alors pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'était le thème de Zelda. Bon, on va
s'en faire une petite deuxième, plus connue, je pense. Ah. Voyons voir, voyons voir. Le problème, c'est que j'en ai 28 différentes. Alors, pour vous en choisir une qui pourrait être intéressante, je vais vous faire celle-là parce que c'est la plus marrante. Bon, alors, pour ceux qui se demandent comment ça marche, je pense que vous avez déjà dû avoir une petite idée, rien qu'en regardant les LED. Au moment où la musique arrive, vous voyez les LED du port série clignoter. C'est parce que côté ordinateur, en fait c'est relativement simple. Les musiques sont stockées dans des fichiers texte. Fichiers texte qui contiennent les notes avec leur durée. J'ai fait un petit programme en VB très simple qui envoie via le port série la durée des notes. Et l'Arduino fait buzzer avec la fonction tone le haut-parleur, la durée et la fréquence qui va bien. Vous voyez, on peut s'en faire une autre par exemple. La plus marrante c'est Super Mario. Il est où? Mario. Mario. Le câble s'était débranché. Voilà. Alors, je vais revenir côté ordinateur pour vous montrer par contre une petite chose. Je vais vous présenter très vite comme ça le programme. Par contre, je vais vous montrer une petite fonction qui devrait vous intéresser. Voilà, donc vous voyez, comme je vous le disais, voilà l'exemple des fichiers. Là, sol, il y a toutes les notes, la durée des notes. Quand il y a un petit underscore, c'est les dièses, enfin les temps avec les... comment dire, les touches blanches et les touches noires. Le tempo de base de la musique. Bon, là, vous voyez, ici, il y a le programme, il y a le code source. Pour ceux que ça intéresse, il est dans ma section projet de mon blog, hein. C'est pas un truc que je balance comme ça. Au niveau du code, vous voyez, j'utilise plein de petites choses. Ça commence déjà à faire du code assez gros. Mais il y a surtout une fonction. Je sais pas si je peux zoomer. Oula, zut. C'est cette fonction, vous voyez la fonction buzz. Là, je l'ai utilisée pour générer un son. C'est le même principe que la fonction tone, mais de manière beaucoup plus précise. Vous pouvez vous en servir pour générer des sons, comme j'ai fait, mais vous pouvez aussi vous en servir pour générer des fréquences pour un oscillateur ou d'autres choses derrière. C'est très pratique. Alors, comment ça fonctionne? En fait, on prend... on fait tout fonctionne en longue par contre. C'est obligatoire que ça soit des longues, sinon vous verrez, ça marchera pas. J'ai une valeur délai, vous voyez, délai value, qui est égale à... je sais plus combien il y a de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 7 0. Enfin bon, 1 et 7 0. Divisé par la fréquence qu'on souhaite, divisé par 2. De là, j'ai le délai en millisecondes à faire entre chaque commutation de pattes. Ensuite, le nombre de cycles, c'est la fréquence fois la durée qu'on souhaite, divisé par 1000. On fait une boucle for pour ce fameux nombre de cycles. Pour chaque cycle, on fait la patte height, le délai, en non, même pas en microsecondes, même pas des millisecondes, c'est des microsecondes, l'eau et un autre délai, et on reboucle. Et ainsi, on va pouvoir générer une fréquence. Ça peut aller jusqu'à des fréquences très rapides, hein, je vous le dis. Je crois que le maximum, j'ai réussi à aller jusqu'à 700 ou 800 kHz. Ouais, je crois que c'était 800 kHz. Donc vous pouvez générer des fréquences très rapides. Je m'en suis servi par exemple là pour faire ma musique. Je m'en suis aussi servi pour faire des petits lecteurs RFID, des spoofers RFID. Donc ça peut vous servir. Je vous la montre comme ça, gardez, si vous pouvez, si vous voulez, gardez-la de côté, elle peut vous servir cette petite fonction. Pour ceux qui sont curieux, voilà les musiques que j'avais. Donc hop. Tac.
Voilà, ça c'est, il y en avait 28. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous allez dans la section projet. Il faudra que vous installiez la librairie Messenger par contre. Elle est dispo sur le Playground Arduino. Et vous pourrez vous amuser comme je l'ai fait avec votre Arduino. Je vais vous faire un dernier petit exemple concret. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le screencast précédent, on avait commencé un système d'Ambilight avec 3 LED, où on commandait ces 3 LED via le port série. Je vais vous montrer comment faire un système d'Ambilight, dans le même principe, avec une LED RGB et les fonctions analog write, qui vont nous permettre de faire un système vraiment d'Ambilight. Donc on se retrouve tout de suite, je prépare le câblage et le logiciel, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne au niveau du câblage. Donc ici j'ai mon Arduino Uno, avec les 3 pattes 9, 10 et 11 qui font la PWM. Ces 3 pattes sont reliées directement à une résistance puis à ma LED RGB, avec le fil rouge qui va au plus 5 volts, puisque j'ai une LED de RGB à anode commune, c'est-à-dire que les 3 LED que contient la LED RGB ont toute l'anode qui est commune, c'est-à-dire le plus. Donc le plus rentre dans la broche commune, puis c'est le moins qui est relié au pad PWM. C'est-à-dire que quand je vais envoyer 0 en analog write, les LED vont être complètement allumées, et quand je vais envoyer 255, elle sera complètement éteinte. Là j'ai envoyé 255, donc elles sont éteintes. Au niveau du code, il est très très simple. Hop, j'ai un tableau qui contient les 3 pattes 9, 10 et 11 de mes LED, une valeur selected qui est pour le moment à 0, qui contiendra la LED sur laquelle je vais travailler, une variable value qui contient donc la valeur que je vais envoyer de 0 à 255. Dans ma fonction setup, j'ai mon serial.begin. Dans la fonction loop, je teste qu'il y ait au moins 4 caractères reçus. Si les 4 caractères sont bien reçus, je fais un switch sur le premier. Si c'est un R, je fais selected égale 0. Si c'est un G, selected égale 1. Si c'est un B, selected égale 2. Ensuite, je convertis les 3 caractères suivants en une valeur. Alors comme ça me ressort, serial.read me ressort un caractère ASCII, en faisant moins 48 qui est le code ASCII du 0, eh bien je vais pouvoir convertir le code ASCII en une valeur numérique. C'est-à-dire que si j'envoie vraiment 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, j'aurai bien 0, 1, 2, 3, 4 en valeur décimale. Donc là, pareil, je fais x100, x10, x1, et je remets en valeur décimale les 3 caractères. Ensuite, je les affiche, je fais un analog write. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc dans mon serial monitor, si je mets R à 0, 0, 0, c'est-à-dire complètement allumé, je vais allumer complètement ma LED rouge. Voilà, la LED rouge est complètement allumée. Maintenant, si je fais G 0, 0, 0, j'allume complètement la LED verte, donc ça fait une espèce de jaune. Maintenant, si je fais B 0, 0, 0, j'allume complètement, les trois LED sont complètement allumées, j'ai un blanc, j'ai du blanc. Voilà. Et donc là, je peux varier, je peux faire R127, G127, B127. Donc là, en fait, je diminue de moitié, ça fait du blanc, mais diminué de moitié en intensité. Je peux complètement couper le blanc, par exemple. Je retrouve avec du jaune, etc., etc. Je peux faire des mix, je peux aller jusqu'à 255 valeurs de... comment dire, 255 valeurs par LED, ça fait 65 millions de couleurs. Voilà, ici je fais tout à 255, la LED est de nouveau éteinte. Donc voilà, c'est le principe même de l'Ambilight. Donc si on faisait le même principe avec, je sais pas, par exemple 5 ou 6 LED, que par exemple on fasse un système en fait où on a 3 fils communs pour les RG, rouge, vert et bleu, et par contre on fait un système pour sélectionner une des 5 ou 6 LED via son fil commun, on pourrait faire un système complet d'Ambilight, et tout simplement on pourrait faire un système d'Ambilight, un vrai système d'Ambilight. On pourrait se dire que c'est un système tout con, vous voyez, j'ai fait un programme de même pas 50 lignes, mais voilà, ça paraît faire quelque chose qui aurait un bon rendu, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Donc tous les codes
de mes tutoriels, dont celui de l'Ambilight que je viens de faire, sont dispo sur mon blog, skyduno.wordpress.com. Pour ce qui s'agit des questions, si vous en avez, vous pouvez les poser-les sur le blog, pas sur les commentaires YouTube, parce que c'est pas super pratique pour moi. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos, et je vous dis à plus.